Ce qui est le plus important, c'est qu'on est face à des enfants qui, pour lesquels l'éducation, enfin l'autorité éducative des parents est disqualifiée. Elle est délégitimée. Voilà. Et ça, c'est un point qui est central. C'est le point commun entre toutes les familles. C'est-à-dire qu'on est dans des familles où les parents, ou le parent, a une autorité éducative extrêmement disqualifiée, délégitimée, pour plein de raisons. Donc ça, c'est un point c'est le point sur lequel il faudrait davantage insister, il me semble. Non pas regarder la forme familiale, mais surtout regarder pourquoi est-ce que les parents sont disqualifiés au niveau de leur autorité éducative, et d'autre part, quelles sont les ressources de ces parents-là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas parvenus à assurer une scolarité positive, entraînante, quelles sont leurs ressources, parce que la scolarité, c'est quand même la première, enfin, l'échec scolaire, c'est la première porte d'entrée vers ces logiques de bande. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mizan TV. Nous recevons aujourd'hui Marwan Mohamed. Bonjour Marwan Mohamed. Bonjour. Vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS, l'auteur de plusieurs ouvrages dont Les bandes de jeunes des blousons noirs à nos jours, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Nous vous recevons aujourd'hui à la suite de l'assassinat de Ryan Lemouchi, poignardé samedi 20 mai au Lilas en région parisienne. C'est un chirurgien dentiste de 25 ans originaire de Toulouse qui s'est retrouvé malgré lui mortellement agressé par une bande d'une dizaine de jeunes du Pré Saint-Gervais qui venaient en découdre. Alors ce drame est loin d'être isolé. En tant que sociologue des bandes, que pouvez-vous nous dire sur la logique qui mène à ce type de violence ? Déjà, il faut distinguer un peu le phénomène des bandes en tant que tel et la question des rivalités interquartiers. Pourquoi ? Mais parce que, bien sûr, les jeunes qui participent aux bandes participent très souvent aux rivalités interquartiers, mais on retrouve également des jeunes qui ne participent pas aux bandes habituellement et qu'on retrouve dans ces rivalités entre différentes cités, entre différentes villes. Donc ça, il y a une petite distinction qu'il faut avoir à l'esprit pour pas mélanger nécessairement les deux phénomènes. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que en fait, des groupes de jeunes hommes qui s'affrontent physiquement pour des raisons d'honneur et de réputation, on en trouve des traces historiques depuis l'Antiquité. Au fond, les Spartiates, qu'est-ce que c'était si ce n'est des jeunes hommes qui s'affrontaient et qui éprouvaient une espèce de masculinité viriliste autour de l'affrontement physique, et à travers l'histoire, rien qu'en Europe et notamment en France, on a de nombreux exemples au Moyen-Âge, pendant la période moderne, avec le développement industriel au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui, avec des formes qui peuvent évoluer, mais au fond, on retrouve à peu près les mêmes ingrédients, des raisons qui poussent à cette violence, à savoir des enjeux de réputation, des identités sociales qui sont basées sur des appropriations, enfin une définition de soi par rapport à un territoire ou un groupe donné, des masculinités virilistes, c'est-à-dire le fait que devenir un homme ou prouver qu'on est un homme, ça passe par le virilisme, la force physique, la domination de l'autre, etc. Il y a des personnes qui éprouvent des besoins de s'affirmer à travers ces conduites violentes. Alors qui sont ces personnes ? Ils ont quand même un profil très marqué de ceux qu'on retrouve dans l'animation des affrontements. Je parle pas des victimes, hein. Les victimes, il y a beaucoup de victimes collatérales, et là on a encore un exemple, mais si je parle de ceux qui participent à ces affrontements, on a souvent affaire à des ados, à des jeunes adultes, c'est très rare, beaucoup d'ados, beaucoup de mineurs qui ont des parcours aujourd'hui, qui ont des parcours d'échecs scolaires, pour lesquels les familles éprouvent des difficultés à asseoir leur autorité éducative, qui sont généralement issus de quartiers populaires dans lesquels il y a une forte tradition, un fort attachement au territoire, une forte valorisation de l'attachement au territoire, et un espace dans lequel ces conduites-là, elles sont reconnues, elles sont gratifiées, et voilà. Donc on a à peu près les mêmes ingrédients, il y a une vraie stabilité. La seule chose qui a changé ces derniers temps, c'est un peu l'émergence des réseaux sociaux et comment ça contribue à transformer et parfois à amplifier ce phénomène, mais on est sur du très stable, malheureusement. Et est-ce que, après on va rentrer un peu plus dans le fond du sujet, est-ce qu'il y a la violence est plus accentuée aujourd'hui ou pas ? Parce que là, Ryan, il s'est fait assassiner quand même, il s'est pris un coup de couteau.
Ouais, oui, hélas, c'est un drame. C'est vraiment un drame. Et puis, c'est pas le premier drame dans lequel ces rivalités-là, elles font des victimes qui n'ont strictement rien à voir avec ces rivalités. C'est pas le premier mort dans ce type de configuration et dans ce type de contexte-là, malheureusement. Donc, en fait, il faut vraiment distinguer ceux qui animent les rivalités et ceux qui en sont directement victimes. Il y a un vrai décalage entre les deux. Parfois, ceux qui sont impliqués sont victimes, mais il arrive que ceux qui sont victimes et qui décèdent, soit elles sont prises euh, pour quelqu'un du territoire adverse et elles sont attaquées pour ça, soit elles essayent de séparer et se prennent un coup de couteau dans la mêlée, soit elles sont confondues avec quelqu'un d'autre, soit elles passent là, elles sont vous voyez, elles sont attaquées par méprise, donc il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Il ne faut pas être impliqué pour être victime de ce phénomène-là. Maintenant, sur votre question, est-ce que comment ça a évolué? Mais sur quoi on peut se baser pour dire que ça augmente ou ça descend? Au nombre de morts? Bon, bah, le nombre de morts, si on regarde dans le contexte français, pour l'année 2022, par exemple, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait dit qu'il y avait eu 3 morts dans ces rivalités. Moi, mon comptage à moi sur la base des coupures de presse, on est plus autour de 10, et j'inclus à la fois l'Hexagone, hein, la métropole, mais également les départements et les territoires outre-mer. Donc 10 morts, c'est 10 morts de trop, toujours, pour ces rivalités-là, mais à l'échelle d'un pays, si on est vraiment dans la comparaison, et je sais que c'est dur à entendre pour les victimes, mais si on est dans la comparaison entre deux pays, entre des pays, notamment des pays occidentaux, c'est pas non plus, on n'est pas envahi par cette violence-là. Par contre, il faut faire attention parce que ces rivalités, elles donnent lieu à des manifestations très visibles. Les violences qu'on peut voir dans l'espace public, à des drames comme la mort de Ryan. Et il y a aussi toute une série d'effets invisibles qui sont considérables et qu'il faut avoir à l'esprit avec ces comportements violents. C'est que quand il y a des embrouilles entre quartiers, ça crée un climat local, un climat de peur qui entrave les mobilités urbaines. Par exemple, beaucoup de jeunes modifient leurs déplacements, se censurent, évitent certains lieux pour éviter d'être pris à partie. Et donc, on a certains jeunes qui ne bougent pas de leur quartier juste parce qu'ils ont peur de se faire attraper par leur quartier ou plusieurs de leurs quartiers rivaux, quand il y en a plusieurs. Les déscolarisations, parce une partie des tensions autour de ces phénomènes-là se joue dans ou autour des établissements scolaires, dans les associations sportives ou culturelles, dans les établissements, dans les transports publics, dans les centres commerciaux, dans les zones commerciales, etc. Donc il y a des effets invisibles de ces rivalités qui sont aussi considérables et qui méritent aussi d'être pris en compte pour vraiment avoir une vision concrète, réaliste de ce que ces rivalités font au territoire, de ce que ces rivalités font aux familles, de ce que ces rivalités font également à la santé mentale des jeunes et de leurs familles. Sans vouloir stigmatiser certains quartiers, est-ce que vous auriez nous donner 2-3 endroits qui seraient assez chauds, entre guillemets, de réputation? Bon, bah écoutez, si on prend si on prend le cas de la mort de Ryan, il a probablement été pris pour un jeune des Lilas. Dans le cas de la rivalité entre les Lilas et Pré-Saint-Gervais, cette rivalité-là entre Lilas et Pré-Saint-Gervais, en moins de 5 ans, a déjà fait deux morts. C'est le troisième, ce qui est considérable hein, sur un petit territoire. Il faut savoir que les Lilas, Pré-Saint-Gervais s'est collé, mais autour, il y a aussi Bagnolet, Romainville et certains arrondissements du nord de Paris qui sont concernés dans le cadre d'une cartographie des rivalités, des alliances qui sont changeantes à travers le temps. Donc c'est pas le seul, mais on peut parler de celui-là. Mais en fait, il y a beaucoup de secteurs du nord de Paris, de la banlieue sud, de la banlieue est, de la banlieue nord. Ça, c'est pour l'Île-de-France où il y a quand même une forte imprégnation des rivalités, de ces rivalités-là dans la vie des territoires. Mais on a eu des cas également à Bordeaux, un mort il y a pas longtemps à Angers, à Reims. Charleville. C'est Donc, assez répandu, mais c'est plus en région parisienne, en c'est pas général. assez répandu. C'est que je pense que ce phénomène-là existe aussi en zone rurale, dans Mmh. un conflit de village, etc. En fait, c'est un phénomène qu'on retrouve pas partout dans le territoire français, qui a pas le même sens partout, qui est très très fort en Île-de-France, mais pas que. Euh,
mais qui est lié à un mode de construction des identités sociales, un mode d'accès à la reconnaissance et à l'histoire même de ces territoires-là. Les territoires dont on parle, et y compris les Lilas près Saint-Gervais, c'était déjà des terrains où s'affrontaient des bandes à la fin des années 50 et au début des années 60. Certains territoires du nord de Paris étaient déjà des lieux où il y avait des affrontements entre bandes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc il faut regarder un peu l'histoire des territoires populaires et la manière dont les jeunes s'y construisent une identité collective. Par exemple, le Pré Saint-Gervais et les Lilas, ça remonte à quand, disons, cette rivalité forte actuelle qui revient aujourd'hui, et quelle en serait l'origine? Alors ça, on ne sait pas, mais On ne en sait fait, j'ai pas. envie de vous dire, peu importe l'origine et peu importe Mmh. la genèse, ce qui compte, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est la disponibilité, c'est la disposition à l'affrontement. C'est pourquoi est-ce que ce type de comportement-là fait sens. Vous voyez, c'est quoi les ingrédients? C'est pas le déclencheur, c'est les ingrédients. Voilà. Et c'est ça qui compte pour moi en tant que sociologue, que d'aller chercher la cause initiale. La cause initiale, d'abord, personne ne la connaît, personne ne partage la même, et puis surtout, c'est juste un déclencheur de quelque chose qui est Mmh. latent. On va revenir à l'aspect théorique. Quelle est votre définition tout d'abord d'une bande? Est-ce qu'un groupe de copains est forcément une bande? Et quels sont les critères qui mènent à l'apparition d'une bande? Non, une bande de jeunes, c'est un groupe d'adolescents ou de jeunes adultes qui est un groupe informel. C'est d'abord un groupe de copains. C'est pas une association de malfaiteurs, hein, c'est un groupe de copains dont la finalité est sociale. Mais c'est des groupes qui vont se distinguer d'autres groupes, et y compris du même quartier. Hein, c'est pas la peine y compris dans le même quartier, les bandes vont se distinguer par une logique transgressive, c'est-à-dire la place des transgressions, de la déviance, de la délinquance, petite délinquance généralement, délinquance de voie publique, vol, agression, dégradation, etc. Ça occupe une place qui est assez structurante. C'est pas la finalité, mais ça occupe une place structurante. Et puis, quand on parle de déviance, on parle aussi de conflit avec l'environnement. C'est des groupes qui sont extrêmement visibles et qui suscitent beaucoup de réactions du voisinage, des institutions, et notamment de l'institution policière. Pourquoi je dis que c'est structurant, c'est que ces groupes-là sont même perçus à l'échelle du quartier comme des groupes qui sont ancrés dans ces phénomènes de transgression. Et les jeunes à l'intérieur se racontent plein d'histoires de déviance, de transgression, etc. Et puis surtout accèdent à une forme d'estime de soi, à la reconnaissance au sein même du groupe, à travers les transgressions qu'ils peuvent poser. C'est pas la seule manière d'accéder dans ces bandes-là à la reconnaissance, mais c'est une manière quand même qui est très structurante. Il y a d'autres groupes de jeunes dans les mêmes quartiers, dans les mêmes territoires, qui sont sur d'autres bases, voilà, pour lesquelles la question de la délinquance, la petite délinquance fait moins sens, est mise à distance, même si c'est des gens qui ont pu grandir ensemble. Est-ce que la violence est un code social indispensable pour la définition d'une bande? C'est pas indispensable. La déviance et la violence, c'est jamais quelque chose qui est indispensable, mais ça fait partie du répertoire des transgressions disponibles. Ça, oui. Est-ce que le fait de poser des actes de violence, en fait, la violence, elle découle surtout des normes de masculinité qui sont hégémoniques dans ces bandes-là et dans la rue de manière générale. C'est-à-dire des masculinités virilistes qui incluent une forme de domination d'abord des garçons entre eux et puis des garçons sur les filles et puis des formes d'affirmation de pouvoir qui sont basées sur des formes d'intimidation aussi. Donc la violence découle en partie de ça. La violence, quand on veut parler des bandes, il suffit pas de regarder les actes qui sont posés. La violence, c'est aussi la violence sociale qui est vécue, qui est subie par une partie de ces jeunes durant leur enfance, leur adolescence. C'est un point qui est extrêmement important. L'espèce de dureté qui manifeste, c'est une dureté qui est intériorisée. C'est le produit d'une socialisation. Ça peut se faire en famille, c'est surtout dans l'espace public, dans la rue, et au contact de certaines institutions qui contribuent aussi à durcir et à entretenir ces formes de masculinisme. Là, je pense notamment au contact avec et aux confrontations très précoces avec le masculinisme policier, qui alimente aussi le masculinisme de la rue. On a un certain nombre de recherches aux États-Unis qui ont été menées là-dessus, qui sont extrêmement éclairantes, extrêmement intéressantes. Voilà. Donc la violence, c'est pas une passion, hein.
chez ces jeunes-là, mais c'est un mode d'action, c'est un répertoire d'action qui fait sens et qui permet d'abord de se défendre, de se protéger dans un contexte de dureté, mais également qui permet d'accéder à des biens matériels quand on pense au vol avec violence, qui permet aussi d'accéder à une forme de réputation individuelle et collective à travers les rivalités de quartier. La constitution d'une bande est-elle une manière de compenser la déstructuration du cadre familial? Alors, c'est complexe parce qu'il n'y a pas de. Quand on regarde le profil et l'histoire familiale et l'expérience familiale des jeunes qui participent aux bandes, il n'y a pas un type d'expérience familiale particulier. On a des jeunes qui viennent de familles qui sont très déstructurées, où un des deux parents peut manquer, ou même quand il y a les deux parents, la situation familiale peut être extrêmement compliquée, avec beaucoup de violence ou du délaissement. Donc on a ce type de situation-là. Mais en fait, on a aussi des jeunes qui proviennent de familles extrêmement unies, dans lesquelles la majeure partie des frères et sœurs suivent un parcours normal, voire ont des très très bons résultats scolaires, avec des parents extrêmement présents. Ou bien d'autres foyers, d'autres jeunes qui viennent de foyers avec un des deux parents, des foyers monoparentaux, avec une grande situation de précarité. En fait, les configurations, les situations familiales et même le mode d'éducation peut extrêmement varier, donc il n'y a pas de modèle typique. Si votre question c'est ça, il y en a pas. Par contre, le point commun de toutes ces situations-là, il est double. D'une part, c'est des jeunes qui viennent de familles qui sont pas parvenus par manque de ressources ou autres à assurer la scolarité, une scolarité positive, entraînante de ces enfants-là en particulier. Et d'autre part, ce qui est le plus important, c'est qu'on est face à des enfants qui pour lesquels l'autorité éducative des parents est disqualifiée. Elle est délégitimée. Voilà. Et ça, c'est un point qui est central. C'est le point commun entre toutes les familles. C'est-à-dire qu'on est dans des familles où les parents ou le parent a une autorité éducative extrêmement disqualifiée, délégitimée, pour plein de raisons. Donc, ça, c'est un point c'est le point sur lequel il faudrait davantage insister, il me semble. Non pas regarder la forme familiale, mais surtout regarder pourquoi est-ce que les parents sont disqualifiés au niveau de leur autorité éducative, et d'autre part, quelles sont les ressources de ces parents-là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas parvenus à assurer une scolarité positive, entraînante, quelles sont leurs ressources, parce que la scolarité, c'est quand même l'échec scolaire, c'est la première porte d'entrée vers ces logiques de bande. Vous pensez qu'ils sont disqualifiés parce que ces familles seraient précaires en majorité? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'autorité éducative, elle est entravée. Vous avez des effets d'image publique, de statut social, qui sont extrêmement forts, effectivement. Aujourd'hui, vous savez, être légitime d'un point de vue éducatif auprès de ses enfants, il faut entre guillemets en imposer, c'est-à-dire avoir une forme de charisme, de crédibilité éducative. C'est quelque chose qui est très symbolique et qui relève des perceptions. Et on a beaucoup de jeunes qui regardent la situation sociale de leurs parents, de leurs difficultés ou autres, et qui ont une vision, moi, que j'appelle commisérative, un peu misérabiliste de la situation de leurs parents. Donc ça, c'est une forme de disqualification qui est liée au statut, à l'image publique, mais également à la manière dont les institutions ou la société parlent de ses parents. C'est-à-dire que déjà d'avoir un métier qui est dévalorisé, mais en plus d'être disqualifié par les institutions, par la société, par les élites de manière générale à travers des discours ou des pratiques de rejet. Ça c'est des contraintes objectives qui pèsent sur une partie des parents, mais pas sur tous. Et ils doivent faire avec. Ils sont pas toujours conscients qu'ils doivent faire avec parce que leurs enfants observent ça. Donc on a la première partie. Mais vous avez aussi des parents qui ont perdu leur autorité éducative pour des raisons morales, où les enfants rejettent un certain nombre d'attitudes et de comportements de leurs parents parce que ces attitudes et ces comportements, je sais pas, les comportements violents, des comportements d'addiction, des mensonges à répétition, un manque de probité, d'honnêteté, en tout cas des comportements qui font que il y a un écart qui se crée dans l'esprit de ces jeunes-là entre le parent idéal, celui qui souhaite, le modèle qui fait référence pour eux, et le parent réel qu'ils ont à la maison. Vous voyez ? Et donc ça se passe beaucoup. C'est du non-dit. C'est du non-dit. C'est pas des choses qui se discutent. C'est des choses qui se construisent au fur et à mesure et qu'on constate une fois que leurs effets se manifestent. Et par exemple, dans votre travail de sociologue, est-ce que vous avez rencontré ces jeunes et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, par exemple ?
Bien sûr, j'ai rencontré ces jeunes, c'est la base du travail Mmh. sociologique, et j'ai rencontré aussi leurs parents, et pas seulement les parents, genre les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, pour essayer de comprendre l'environnement familial. Ce qu'ils disent, en fait, quand on leur pose la question, déjà, c'est une question qui les met en difficulté. Pourquoi ils écoutent pas leurs parents? Pourquoi est-ce que... Donc, beaucoup, au début, ils les protègent. Non, moi, je respecte mes parents, machin, etc. Et ils les aiment, et il y a beaucoup d'affection, hein, réciproque. Hein. Ceux qui pensent qu'ils aiment pas leurs parents, que les parents les aiment pas, se trompent fondamentalement pour une majeure partie d'entre eux. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. Mais il n'y a pas cette crédibilité éducative des parents. Et ce qu'ils disent, c'est, pour une partie d'entre eux, ils disent, ouais, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Voilà, ça c'est une phrase qui revient souvent. Les pauvres, pourquoi les pauvres, en fait? Ça c'est une marque, c'est un marqueur finalement de misérabilisme, de commisération, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils sont un peu perchés, ils sont un peu à la rue, donc on voit très bien que les parents sont un peu perçus comme des personnes dans l'incapacité de guider leur comportement, de les prescrire, parce que eux-mêmes sont en grande difficulté ou ont besoin d'aide. Donc il y a cette perception-là qui est très forte. Et puis les autres, ceux qui ont disqualifié leurs parents, enfin dont les parents sont disqualifiés pour des raisons morales, eux ils ont tendance à dire d'être en colère en fait. Voilà, et d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont en colère. Ils préfèrent les autres par rapport à moi, ils maltraitent ma mère, ils nous maltraitent nous, ils jouent au jeu, ils gaspillent tout l'argent. Je pourrais prendre plein d'exemples en fait, il est jamais là. Bref, toute une série d'explications qui expliquent en quoi et ou comment progressivement les parents ont perdu leur pouvoir éducatif sur leurs enfants. Mais il faut savoir que c'est très individuel comme représentation, parce qu'on peut avoir dans une famille 3-4 enfants qui suivent, pour lesquels les parents sont très charismatiques et dont l'autorité éducative fonctionne très bien, et 1 ou 2 enfants pour lesquels ça ne fonctionne pas du tout. C'est pour ça qu'il faut un peu trifouiller dans l'histoire et dans l'intimité familiale, un petit peu dans les non-dits, et là on commence à toucher des choses et à comprendre un certain nombre de choses. Oui. Juste avant de terminer, est-ce que la plupart de ces jeunes qui, entre guillemets, restent dans ces bandes, est-ce qu'ils vont finir petits délinquants ou grands délinquants? Non, la grande majeure partie de ceux qui vont participer à la vie des bandes, ils vont passer à autre chose. La question, c'est quand ils passent à autre chose et dans quel état ils vont être quand ils vont passer à autre chose. Mais si vous voyez, moi, quand j'ai fait ma thèse, quand j'ai fait mon travail de thèse, c'était dans les années 2000, la première moitié des années 2000, tout le travail de terrain jusqu'en 2006. Après, j'ai commencé à analyser, à écrire pour pouvoir soutenir ma thèse. Donc, j'ai fait des dizaines d'entretiens. Et en fait, quand j'ai soutenu ma thèse et quelques années après, je me suis intéressé aux sorties de bande et aux sorties de délinquance. Donc, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que sont devenus ceux que j'ai interrogés, qui étaient très actifs au moment où je les interrogeais. Et une grande majorité d'entre eux étaient passés à autre chose, avaient trouvé une formation, un emploi, s'étaient mariés, étaient retournés à l'université, beaucoup travaillaient, ou bien certains étaient en situation de précarité, mais ils avaient cessé cette petite délinquance, etc. Vous aviez une petite portion qui s'était ce qu'on appelle un peu clochardisée, c'est-à-dire ils étaient dans une double vulnérabilité socio-économique, etc., mais également des problèmes d'addiction très 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 forts. Et puis reste une dernière petite partie, une petite frange qui s'était un peu professionnalisée dans la délinquance, c'est-à-dire qui s'était inscrit dans des économies illicites, dans des trajectoires de délinquance, ou en tout cas des pratiques délinquantes beaucoup moins visibles que ce qu'ils faisaient pendant qu'ils participaient à la vie des bandes, mais beaucoup plus des activités beaucoup plus rémunératrices, pardon. Donc le trafic de stupéfiants, certains du braquage, de l'escroquerie, enfin bref, il y a différentes activités illicites rémunératrices dans lesquelles Donc c'est une minorité. Oui, c'est une minorité. Comment désamorcer la violence des bandes? Comment trouver des alternatives pour offrir à ces jeunes de la gratification? Voilà, ça, c'est pas une question qui se traite en quelques minutes. Mais peut-être 2 choses sur les réponses publiques. D'abord, il faut qu'il y ait une réponse publique. Et c'est pas gagné partout, y compris dans des territoires qui sont régulièrement secoués par ces rivalités. Il y a une réactivité médiatique et politique, il y a beaucoup de communication, mais quand on creuse un peu et on gratte derrière la communication politique, il y a très peu de programmes dédiés à ces rivalités qui sont mis en œuvre sur plusieurs années. C'est la première règle. Il faut engager des programmes spécifiques
et sur plusieurs années. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comment agir? Il y a à la fois une dimension d'accompagnement individuel, mais également une espèce de bataille culturelle à gagner. Une bataille culturelle, pourquoi? Une bataille culturelle contre la culture de l'embrouille qu'on retrouve de manière très prégnante dans la rue. Une bataille culturelle contre les masculinités qui facilitent l'adoption de ces comportements violents, la confrontation physique, en tout cas les modes de valorisation à travers la violence, et une bataille culturelle pour déconstruire le rapport aux autres territoires et aux autres quartiers. C'est-à-dire que il y a une cartographie mentale qui s'installe avec des frontières, des rivalités. Donc il y a tout ça à déconstruire, toute l'histoire des rivalités, leur évidence et toutes les frontières spatiales qu'il y a autour de ça. Donc je vais très vite là, mais pour vous dire que pour vraiment intervenir et agir sur ces situations-là, il faut que les quartiers travaillent ensemble, que les villes travaillent ensemble, ou même que les départements travaillent ensemble quand c'est des départements différents. Ça, c'est la première condition. Et puis surtout, Parler des acteurs sociaux? oui, alors la base, de toute manière, elle va se faire sur le terrain, à partir du terrain. On peut pas intervenir sur ces rivalités interquartiers avec des acteurs éloignés du terrain. Il n'y a pas de travail social en Wi-Fi, ça n'existe pas. Donc, il faut absolument des personnes qui soient sur place, légitimes, au contact. Donc très souvent, ceux qui parviennent à des résultats assez intéressants, c'est des acteurs associatifs. Parfois, ils sont même pas institutionnels, ils sont juste habitants, très présents dans les mondes un peu informels, un peu dans la rue. Peut-être des grands frères, quoi, entre guillemets. Moi, j'aime pas cette expression. Ouais, ouais. J'aime pas cette expression grand frère parce que en fait, on a tendance à confondre à la fois des personnes qui sont des figures morales, qui apportent un discours positif, qui travaillent un peu l'émancipation, qui veulent faire avancer les gens, et des personnes qui sont dont l'autorité elle est basée sur leur capacité à intimider ou à violenter Non, ouais, je parlais plutôt de personnes plus anciennes de ces quartiers, quoi. Oui, en fait, il faut regarder les ressources locales. Quelles sont les figures pertinentes, quelles sont les figures présentes et entendues par les principaux concernés, qui sont les jeunes qui sont dans les bandes ou dans les rivalités entre quartiers, entre villes. Je pense que il faut regarder, faut commencer par faire un état des lieux et ne pas s'inventer des relais enfin, en tout cas, faire émerger des relais quand ils n'existent pas ou s'appuyer sur les relais quand ils existent. Est-ce que les acteurs confessionnels ont un rôle ou ont joué un rôle dans le passé? Moi, j'ai peu d'exemples de situations dans lesquelles les acteurs confessionnels ont pris l'initiative. Il y en a eu quelques-uns où ils ont été sollicités. Vous savez, il y a pas longtemps, dans l'Essonne, il y a eu des coups de couteau à la sortie de la mosquée, devant les fidèles. Donc même la question de la sacralité du lieu, elle a été remise en question. C'était jamais arrivé. Vous savez, pendant très longtemps aux États-Unis, la guerre des gangs, il y avait un principe dans la guerre des gangs, c'est que il n'y avait pas de violence le dimanche matin au moment de la messe. On pouvait pas s'en prendre à quelqu'un quand il sortait de la messe, quand il était chrétien, soit catholique, soit protestant, etc. Donc la question fondamentale, est-ce que les acteurs confessionnels sont impliqués en France? Très très peu. Aux États-Unis beaucoup, en Amérique latine beaucoup, parce que les acteurs confessionnels sont reconnus comme des acteurs institutionnels légitimes pour intervenir dans l'espace public, etc. On a une autre histoire ici dans le contexte français et notamment avec le culte, les acteurs confessionnels musulmans pour lesquels et autour desquels il y a une forte odeur de suspicion qui les accompagne. Donc il y a eu des initiatives informelles. Il y a eu une initiative informelle où deux familles ont été réunies à la mosquée par des fidèles ou par l'imam ou par les responsables, ou bien les familles elles-mêmes qui sont venues vers la mosquée ou vers plus rarement d'autres lieux de culte. En tout cas moi les exemples que j'ai c'est ça. Mais généralement avec des résultats extrêmement limités parce que comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est collectif, c'est un travail qui nécessite de l'intervention sur le groupe, sur les concernés, mais également généralement plus largement sur les territoires, et que c'est des enjeux, et puis c'est une intervention sur le long terme, pardon,
et tout ça dépasse de loin ce qu'on a envie de faire ou ce que sont en capacité de faire les acteurs culturels qui sont plutôt en retrait de tout ce qui se passe autour de la rue et de ces problématiques. Et les acteurs étatiques ou départementaux, est-ce qu'ils agissent concrètement? Ça dépend des départements. Oui, on a des départements dans lesquels les préfectures se sont impliquées davantage, mais ça c'est très récent. Dans l'Essonne, à Paris, en Seine-Saint-Denis, un petit peu dans le Val-de-Marne. Alors pas de la même manière, mais on commence à avoir des plans départementaux de prévention ce qu'on appelle les RICS dans le débat public. Mais même avec le soutien des acteurs publics, municipalités, préfectures ou départements, au final, ça repose quand même beaucoup sur les épaules des acteurs inscrits sur le terrain, travailleurs sociaux, éducateurs, médiateurs, animateurs, mais également responsables associatifs, ou bien des figures importantes du voisinage qui interviennent. C'est ça la clé de réussite. Il y a très peu de cas de réussite que je connaisse, mais à chaque fois qu'il y en a eu, c'était vraiment une implication durable, indépendante, indépendamment du soutien des acteurs publics. Parce que parfois les acteurs publics sont pas au rendez-vous, mais il faut quand même intervenir sur le terrain. Donc il faut vraiment avoir des acteurs qui sont déterminés à intervenir et à s'engager sur le long terme pour pouvoir espérer quelques résultats, que les pouvoirs publics suivent, ce qui est bien, ou pas. Faut savoir faire sans parfois. C'est la fin de cet entretien. Merci Marwan Mohamed d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, activer les notifications et à très bientôt sur Mizan TV.